Le 12 septembre 2015, celle que beaucoup connaissent sous le nom d'Isabelle Eriksson s'apprêtait à passer l'une de ses dernières soirées dans son ancien appartement avant de commencer un nouveau chapitre de sa vie. À ce moment-là, elle se trouvait en compagnie d'un homme qui, selon ses propres dires, s'était rendu à Stockholm pour affaires. Les choses semblaient bien se dérouler au premier abord, mais la situation a rapidement basculé, se transformant en un véritable cauchemar. Isabelle Eriksson est née en 1985 dans la ville d'Uddevalla, située sur la côte ouest de la Suède, au nord de Göteborg. Sa famille et ses amis la décrivent comme une jeune femme gentille, ouverte d'esprit et curieuse, dotée d'une imagination débordante et constamment en quête de nouvelles expériences. On peut dire sans risque de se tromper que l'école ne l'a jamais vraiment attirée. Elle préférait l'équitation et tout ce qui touchait, de près ou de loin, à la culture américaine. En d'autres termes, Isabelle s'est toujours intéressée au cinéma, à la musique, aux célébrités et à leur mode de vie fascinant. À 21 ans, elle a décidé de partir en Australie avec son compagnon de l'époque. En réalité, ils voulaient simplement s'amuser et gagner un peu d'argent. Cependant, ils ont rapidement déchanté face à la dure réalité de leur nouveau travail et leurs rêves ont aussitôt volé en éclats. Malgré tout, ils ont continué à profiter du voyage. Ils allaient à la plage, rencontraient de nouvelles personnes et exploraient les paysages envoûtants de l'Australie. Mais le principal problème, c'est que leur argent s'est rapidement épuisé, les obligeant à reprendre leur recherche d'emploi. À un moment donné, Isabelle est tombée sur un magazine local dans lequel elle a lu une annonce qui allait bouleverser sa vie. Elle savait qu'elle pouvait continuer à gagner de l'argent de manière conventionnelle, mais il y avait bien plus à gagner en vendant son propre corps. L'annonce en question indiquait que le propriétaire d'un club pour hommes recherchait des jeunes femmes séduisantes pour travailler comme hôtesses. Ce poste promettait des revenus très élevés et aux yeux d'Isabelle, c'était précisément ce qu'elle cherchait. Son petit ami, en revanche, a immédiatement compris la nature du travail proposé et a tenté de l'en dissuader. Mais en vain. Les deux jeunes ont finalement mis un terme à leur relation. Le lendemain, Isabelle a contacté la direction du club et a pris rendez-vous. Quelques jours plus tard, elle a appris qu'elle devrait danser un striptease. Pendant les mois qui ont suivi, elle a travaillé sous le pseudonyme d'Emma afin de préserver son anonymat. Il faut dire que cet univers fascinait la jeune femme. Bien sûr, jusqu'alors, elle n'avait jamais envisagé le striptease comme un moyen de subsistance à long terme. Cependant, ce travail lui permettait non seulement de gagner beaucoup d'argent et de profiter de la vie, mais aussi de mettre de l'argent de côté pour l'avenir. En fin de compte, ses aventures en Australie ont pris fin au bout d'un an, lorsque son visa de travail a expiré. Elle a donc décidé de rentrer en Suède. Cependant, à son retour, Isabelle n'était déjà plus la même. Elle avait goûté à l'argent facile et n'éprouvait plus l'envie de reprendre un emploi ordinaire. Pour cette raison, Isabelle a choisi de retourner au striptease. Elle a rapidement trouvé un club qui lui convenait, situé à environ 1 heure de route de chez elle. Cela lui permettait de se préserver des rencontres fortuites avec des connaissances. Il est important de noter qu'à cette époque, Isabelle avait 23 ans et que peu de ses proches étaient au courant de son activité. Peut-être craignait-elle le jugement des autres et ne se confiait-elle qu'à ceux en qui elle avait pleinement confiance. Un jour, assise dans un café, Isabelle engage une conversation à bâton rompu avec une femme qui lui parle du milieu de l'escorte. Au cours de cet échange, celle-ci lui fait comprendre qu'elle est belle et qu'elle pourrait ainsi gagner bien plus d'argent qu'en faisant du striptease. Selon cette femme, en travaillant seulement quelques heures par semaine, Isabelle pourrait toucher autant, voire davantage, que ce qu'elle gagnait habituellement en une semaine. La tentation était grande, et après seulement quelques jours, la jeune femme a plongé dans un univers totalement nouveau pour elle. Grâce à ce travail, Isabelle a non seulement pu économiser de l'argent pour l'avenir, mais elle a également réussi à réaliser certains de ses rêves de longue date. Par exemple, à 24 ans, elle a réussi à s'offrir une formation de maquillage très convoitée et particulièrement coûteuse. Déjà à l'époque, il était évident que pour Isabelle, l'escorte était en quelque sorte un tremplin vers la vie dont elle avait toujours rêvé. Et il faut dire qu'au bout d'un certain temps, sa soif d'aventure s'est de nouveau manifestée. Finalement, la jeune femme a décidé de s'installer aux États-Unis. Elle s'est même adressée à une agence censée l'aider à organiser son déménagement. De plus, Isabelle s'est dit qu'elle devrait accepter quelques clients supplémentaires afin de gagner un peu plus d'argent. L'un de ses clients devait être Martin Trenborg, un homme qui, depuis plusieurs années, construisait un bunker sur sa propriété. Mais Isabelle n'en savait rien.
Depuis qu'elle avait décidé de quitter le milieu de l'escorte, toutes sortes de projets tournèrent dans sa tête. Elle se représentait une vie idéale, un avenir où elle pourrait enfin vivre librement, sans avoir à dissimuler son passé. Le soir venu, Isabelle commença à se préparer pour l'arrivée de son invité. Elle nettoya l'appartement, enfila une robe de soirée, alluma des bougies et mit une musique douce et apaisante. Il ne manquait plus que son client américain. Elle l'avait déjà rencontré par le passé, mais leur première rencontre s'était déroulée de manière tout à fait ordinaire. Cette fois-ci, pour une raison ou une autre, l'Américain était en retard et elle commençait à s'inquiéter. En général, les retards étaient plutôt rares chez ses clients, généralement impatients de profiter de chaque minute qu'ils avaient repayée. Quoi qu'il en soit, il finit par arriver et apporta même des fleurs. Isabelle trouva ce geste plutôt touchant, voire romantique. Puis, il sortit une petite enveloppe contenant déjà la somme convenue, environ 1400 €. Il est à noter qu'en plus des fleurs et de l'argent, son client avait apporté une bouteille de champagne et un paquet de fraises enrobées de chocolat. Finalement, ils s'installèrent sur le canapé pour discuter et passer un moment agréable. Vers 8 heures du soir, après 2 heures de conversation décontractée, l'Américain déclara qu'il était temps de manger les fraises. La jeune femme accepta, bien que l'idée lui parût étrange. L'homme prit alors le bol de fraises et commença à nourrir lentement Isabelle. Comme elle n'avait jamais vraiment eu le temps de manger correctement auparavant, elle dévora avec plaisir toutes les fraises qu'il lui tendit. Bien sûr, il en mangeait quelques-unes de temps à autre, mais il en réservait la majorité à Isabelle. Au bout d'un moment, la jeune femme s'aperçut qu'elle était prise d'une fatigue soudaine. Son client le remarqua également et lui demanda si elle se sentait fatiguée, ce à quoi elle répondit d'un simple hochement de tête. Isabelle ne comprenait pas d'où venait cette lassitude inattendue. Elle n'avait pas l'habitude de s'endormir si tôt, surtout après avoir bu si peu d'alcool. Elle n'avait même pas eu le temps de terminer son verre pendant les 2 heures qu'ils avaient passées à discuter. Au bout de quelques instants, un léger frisson lui parcourut le corps, et quelque part au fond de son esprit, une angoisse soudaine surgit. À cet instant, Isabelle commença à se dire que quelque chose n'allait pas dans sa perception de la réalité. Mais la fatigue était si intense que son corps refusait de réagir. Malgré tout, elle tenta de rassembler ses pensées pour comprendre ce qui n'allait pas. Il faut préciser qu'à ce moment-là, Isabelle n'avait aucune idée de l'horreur qui l'attendait. En s'endormant, elle ne sentit pas que son corps était soulevé puis transporté à des dizaines de kilomètres de chez elle. Lorsqu'Isabelle finit par ouvrir les yeux, elle ressentit immédiatement une étrange faiblesse. Pour reprendre ses propres termes, elle se sentait si lourde et si dénuée de force qu'elle crut un instant qu'elle dormait encore. Au bout d'un moment, Isabelle tenta de bouger les bras. Mais le moindre mouvement lui demandait un effort considérable. Sa conscience restait embrumée, mais lorsqu'elle leva les yeux vers le plafond, elle se rendit compte que tout ce qui l'entourait avait changé. Ce plafond était totalement différent de celui de son appartement. Isabelle essaya de se rappeler où elle se trouvait et ce qui lui était arrivé avant de s'endormir. Pourtant, chaque souvenir remontait difficilement à la surface. En réalité, tout était flou. Un peu plus tard, elle perçut une odeur inconnue de poussière et d'humidité flottant dans l'air. Tout cela indiquait clairement qu'elle n'était pas dans son appartement. Mais alors, où se trouvait-elle ? En regardant lentement autour d'elle, Isabelle s'aperçut qu'elle portait un vieux jean et un simple haut rose. Elle tenta alors de se remémorer ce qui lui était arrivé la veille. D'abord, elle se souvint de sa robe de soirée. Ce souvenir fut suivi d'autres, mais elle n'arrivait toujours pas à se rappeler si elle avait participé à un dîner ou simplement passé du temps chez elle, en compagnie d'un client. À cet instant précis, son petit chien, un caniche nommé Nelly, se mit à gémir et à lui lécher le visage. Isabelle fut surprise. Elle trouvait étrange que son chien soit avec elle. Avec beaucoup d'efforts, elle parvint finalement à changer de position. Et dès qu'elle tourna la tête vers la droite, un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle distingua alors la silhouette immobile d'un homme assis à côté de son lit qui la regardait en silence. En fixant son visage, elle comprit aussitôt qu'il s'agissait de lui, de son client américain. À cet instant, elle se souvint soudain qu'elle avait passé la soirée avec lui. Isabelle tenta alors de se lever à nouveau. Voyant cela, l'homme lui parla en suédois. « Ne t'inquiète pas, tu seras bien ici. » En entendant sa voix, Isabelle fut troublée. Dans son esprit,
Cet homme était censé être un Américain. Pourquoi alors parlait-il si bien sa langue maternelle? Désemparée, Isabelle n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Sa tête tournait violemment, sa respiration devenait saccadée, ses paupières s'alourdissaient. Elle finit par sombrer de nouveau dans l'inconscience. Mais comment Martin avait-il réussi à faire sortir Isabelle de son appartement si rapidement et si discrètement? La réponse à cette question est simple. Il avait tout planifié depuis longtemps. Et lorsque tout fut enfin en place, il ne lui restait plus qu'une dernière étape à franchir. Isabelle n'était pas une cible choisie au hasard par Martin, bien au contraire. Elle faisait partie intégrante de son plan, qu'il avait élaboré dans sa tête avec une précision incroyable, presque clinique. Bien avant leur première rencontre, l'homme avait commencé à étudier le quartier où vivait Isabelle. Il connaissait parfaitement la disposition de son appartement, les accès à sa maison, le nombre exact de pas qu'il devait faire en portant son corps inerte. De plus, Martin savait précisément où stationner sa voiture pour qu'elle échappe aux caméras de surveillance. Chaque détail, même le plus insignifiant, était gravé dans sa mémoire. Il avait même anticipé l'endroit le plus discret pour faire le plein d'essence avant d'entreprendre le long trajet jusqu'à sa ferme. En outre, Martin possédait de fausses plaques d'immatriculation, de fausses cartes d'identité et un téléphone prépayé intraçable. Toutes ces précautions lui permettaient de brouiller les pistes et de réduire considérablement les risques d'être repéré. Vous vous demandez sans doute ce qui s'est passé cette nuit-là. Après avoir fait ingérer à Isabelle autant de fraises et de somnifères que possible, l'homme attendit patiemment que les effets se manifestent. Il observa attentivement la jeune femme tandis que ses paupières s'alourdissaient et qu'elle sombrait peu à peu dans le sommeil. Dès qu'il estima que le moment était venu de passer à l'étape suivante de son plan, Martin déshabilla Isabelle et abusa d'elle dans son propre appartement. Comme la suite du trajet allait être relativement longue, il décida de lui mettre une couche, anticipant qu'elle puisse avoir perdu le contrôle de son corps. En même temps, Martin choisit de ne pas rhabiller Isabelle avec la robe de soirée qu'elle portait au début et opta plutôt pour des vêtements plus simples. Il prit ensuite soin de dissimuler leur visage. Martin le fit à l'aide de masques en caoutchouc réalistes qu'il avait achetés pour plusieurs milliers d'euros chacun. Il enfila d'abord le sien, prenant l'apparence d'un vieil homme, puis plaça le second sur le visage d'Isabelle. Après ces manipulations, il ressemblait à un couple de personnes âgées ordinaires. Peu après, Martin souleva la jeune femme dans ses bras et l'installa dans le fauteuil roulant qu'il avait préparé à l'avance. Il prit ensuite Nelly et commença à pousser lentement Isabelle vers la voiture. Tout en agissant ainsi, Martin restait méthodique, ne laissant aucun détail au hasard. Lorsqu'il prit le volant, il respecta scrupuleusement les limitations de vitesse pour ne pas attirer l'attention. Il évitait également les arrêts inutiles car son unique objectif était d'atteindre sa ferme le plus rapidement possible. Tout en conduisant, Martin jetait de temps à autre un coup d'œil à Isabelle, ou plutôt pour s'assurer que son corps et son visage restaient parfaitement immobiles. Parallèlement, il surveillait attentivement ses signes vitaux. Comme je l'ai mentionné, le trajet fut assez long. Au bout d'un moment, Martin remarqua que les effets des somnifères commençaient à s'estomper. Il décida alors de lui administrer une nouvelle dose de poudre. Sans relâcher son attention, il poursuivit sa route, fonçant à travers le paysage nocturne, déterminé à atteindre sa destination coûte que coûte. Une fois arrivé à la ferme, il gara sa voiture à l'abri des regards. Après avoir coupé le moteur, Martin se tourna vers Isabelle, qui dormait toujours profondément. À cet instant précis, il dut certainement se convaincre que son plan était parfait. Pour lui, cette nuit marquait le début d'une nouvelle réalité. Isabelle était désormais sa prisonnière, et personne n'allait venir la secourir. Mais qui était vraiment Martin Trenneborg? Et pourquoi un psychopathe comme lui est-il resté si longtemps en liberté? Martin est né en 1977 dans une famille instable et constamment en mouvement. Dans sa petite enfance, il a souffert d'une maladie grave qui l'a contraint à subir plusieurs interventions chirurgicales. Ces opérations, censées le soulager, ont toutefois laissé des séquelles irréversibles, notamment une déformation de son organe sexuel. Cet aspect est rapidement devenu l'une des principales sources de son insécurité. À l'école, Martin se distinguait nettement de ses camarades. Ses capacités intellectuelles étaient indéniables et surpassaient largement celles des autres élèves. Qu'il s'agisse des sciences, de l'histoire ou de l'informatique, il excellait dans chaque matière. Cependant, malgré son esprit brillant, Martin avait beaucoup de difficultés à mener une vie sociale ordinaire. Pendant longtemps,
Il n'a pas réussi à acquérir une compétence aussi essentielle que la communication avec les autres. Chaque interaction avec autrui lui semblait étrange et incompréhensible, ce qui le rendait encore plus maladroit. Lorsque Martin entra au lycée, il se fixa le premier grand objectif de sa vie: rejoindre l'unité arctique de l'armée suédoise. À ma connaissance, cette division était spécialisée dans les tactiques militaires non conventionnelles et la survie dans des conditions extrêmes. Ce projet provoqua un changement radical chez Martin, qui se mit à s'entraîner intensivement pour renforcer son corps. Après plusieurs mois d'efforts acharnés, il parvint à intégrer les rangs de cette unité. Peu après, il fut affecté au 22e régiment d'infanterie, situé quelque part au nord du cercle polaire. Ces conditions figuraient parmi les plus éprouvantes de toute l'armée suédoise. Elles exigeaient non seulement une endurance physique exceptionnelle, mais aussi une capacité à réfléchir rapidement et à prendre des décisions dans les situations les plus critiques. En réalité, cet entraînement façonna Martin en parfait psychopathe. Lorsqu'il estima avoir atteint son objectif initial, il décida de se lancer un nouveau défi: devenir un médecin compétent. Animé par la même ténacité et la même détermination, Martin quitte l'armée et intègre l'Institut Karolinska de Stockholm, sans doute l'école de médecine la plus prestigieuse du pays. Durant ses études, il fait preuve du même niveau d'excellence académique qui l'a toujours caractérisé. Cependant, malgré ses succès évidents, sa vie sociale demeure fragile et ses relations avec les autres restent superficielles. Pour cette raison, il se plonge davantage dans ses études et parvient une nouvelle fois à atteindre ses objectifs. Pourtant, Martin continue de souffrir de problèmes dans sa vie personnelle. Il est persuadé que toutes les femmes qu'il a fréquentées l'ont rejeté en raison de la malformation de ses organes génitaux. En d'autres termes, il a l'impression qu'elles sont toutes dégoûtées par lui. Ainsi, après s'être laissé submerger par ses propres pensées, Martin se persuada qu'il ne pourrait plus jamais entretenir de relations normales. Au lieu de chercher de l'aide auprès de ses collègues ou d'exprimer ses émotions, il se retira progressivement du monde réel. Au bout d'un certain temps, il décida de quitter Stockholm pour s'installer dans une ferme isolée du comté de Scanie. En réalité, il cherchait consciemment à fuir la compagnie des autres, qui lui devenait de plus en plus insupportable. Au début, il passait le plus clair de son temps à l'extérieur. Cependant, il arrivait parfois qu'il reste cloîtré chez lui, incapable d'accomplir les gestes les plus simples. Sans même s'en rendre compte, il s'enfermait peu à peu dans ses pensées, se concentrant uniquement sur sa douleur profonde et sa haine de soi. Selon ses propres dires, c'est à cette époque qu'il abattit le seul arbre de sa propriété, car le simple fait de le voir lui donnait à chaque fois envie de se pendre. Avec le temps, Martin se fixa néanmoins un nouvel objectif et commença à faire les premiers pas pour l'atteindre. Tout d'abord, il entreprit la construction d'un bunker. Il décida de l'installer à l'intérieur d'un de ses hangars où il serait totalement invisible aux regards indiscrets. Il lui fallut environ 5 ans pour mener ce projet à bien. À ce moment-là, une idée avait déjà germé dans son esprit: trouver une solution à sa solitude. Martin était désormais persuadé qu'il avait besoin d'une fille qu'il pourrait faire vivre avec lui. Pour trouver la candidate idéale, il se rendit sur le premier site de service d'escorte qu'il trouva. Pour en revenir à Isabelle, il convient de noter que, même au 2e jour de sa captivité, elle n'arrivait toujours pas à croire ce qui lui était arrivé. Lorsque Martin revint dans le bunker, elle lui demanda pourquoi il avait agi ainsi. De l'extérieur, Martin semblait totalement dépourvu d'émotion. Du moins, il paraissait indifférent à leurs échanges et déclara qu'il avait l'intention de la garder auprès de lui. En entendant ces mots, Isabelle sentit un bourdonnement résonner dans ses oreilles. Elle crut d'abord avoir mal compris. Pour elle, une telle chose ne pouvait tout simplement pas lui arriver. Mais en observant la pièce, elle réalisa que cet endroit poussiéreux avait été spécialement conçu pour elle. Isabelle se mit alors à crier, mais Martin l'interrompit aussitôt, lui précisant que cela ne servait à rien, car personne ne pourrait l'entendre. Il ajouta ensuite d'un ton glacial que si elle tentait de s'échapper, il l'attacherait au lit. Après ces paroles, l'homme lui tourna calmement le dos et s'éloigna sans un mot vers la sortie. Quelques instants plus tard, Isabelle entend une série de clics métalliques, confirmant que Martin vient de la verrouiller. Elle perçoit ensuite le son d'une 2e porte qui se referme, réduisant encore davantage ses chances de s'échapper. Comme si cela ne suffisait pas, elle entend enfin le bruit d'une 3e porte se claquant derrière lui. Selon ses propres mots,
Ce son résonnait comme une sentence. Après avoir dormi plusieurs heures, Isabelle se réveilla sans la moindre idée du temps écoulé depuis le départ de Martin. Se sentant plus lucide, elle se leva pour explorer plus attentivement l'endroit où elle se trouvait. Elle inspecta chaque recoin, consciente que le moindre détail pouvait s'avérer crucial en cas de tentative d'évasion. En même temps, elle s'efforçait de rester silencieuse, incertaine de savoir si Martin pouvait l'entendre. Le bunker lui-même ressemblait à une boîte en béton aux murs bruts recouverts de plaques de plâtre. Le sol était recouvert d'une épaisse couche de poussière. À côté du lit où Isabelle avait dormi se trouvait une table, des chaises et un réfrigérateur. Son regard s'attarda sur un plan de travail adossé à l'un des murs. Un petit évier s'y trouvait, rempli de vaisselle sale. Au fond du bunker, près de la porte d'entrée, plusieurs sacs de ciment étaient entassés. Non loin de là, une cabine de douche et 2 toilettes non identifiées ajoutaient une touche encore plus sinistre à cet espace oppressant. Au bout d'un moment, Isabelle décida de s'approcher de la porte qui s'ouvrit soudainement. Lorsque Martin entra, il tenait un objet dans sa main. Craignant des représailles, Isabelle recula, mais Martin la suivit calmement. Il lui tendit un petit carnet et un stylo, puis lui demanda d'écrire ce qu'elle souhaitait manger. En entendant cela, Isabelle resta figée, stupéfaite par l'absurdité de la situation. L'idée même de rédiger une liste de courses à son ravisseur lui semblait irréelle. Un peu irrité par son silence, Martin se tourna de nouveau vers elle et déclara que pour son propre bien, elle devait comprendre une chose essentielle. Cela ne servait à rien de résister ni de le punir par son silence. Lorsque Isabelle lui demanda s'ils se trouvèrent sous terre, l'homme éclata de rire, comme si elle venait de prononcer une plaisanterie absurde. Il répondit alors d'un ton glacial que cette information n'avait aucune importance et que même s'ils n'étaient pas sous terre, personne ne l'entendrait de toute façon. Ne voulant pas céder à la panique, Isabelle se dit que tôt ou tard, on finirait bien par la retrouver. Martin la regardait avec un air qui semblait dire « Tu crois vraiment que je n'y ai pas pensé ?» Et comment aurait-elle pu deviner qu'il avait tout planifié dans les moindres détails ? En réalité, Isabelle avait raison. 3 jours après sa disparition, l'une de ses amies les plus proches frappa à la porte de son appartement. N'obtenant aucune réponse, elle décida de contacter la mère d'Isabelle, qui alerta aussitôt la police. Lorsque les agents arrivèrent sur place, l'amie était encore là. Elle leur expliqua la situation et insista sur le fait qu'elle craignait qu'il soit arrivé quelque chose de grave à son amie. Les policiers, eux, restèrent sceptiques, pensant qu'Isabelle était simplement partie avec un nouveau petit ami. Mais l'ami d'Isabelle refusa de se laisser convaincre par leurs suppositions et continua à affirmer qu'il lui était certainement arrivé quelque chose. Face à l'insistance de la jeune femme, la police finit par enfoncer la porte et pénétrer dans l'appartement. À première vue, tout semblait parfaitement en ordre. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun objet renversé. Cependant, en entrant dans la chambre, l'amie d'Isabelle remarqua l'absence de linge de lit. Elle supposa alors que quelqu'un l'avait emporté pour effacer des preuves. Trouvant cette hypothèse crédible, les policiers promirent d'ouvrir une enquête. Mais à ce stade, il était encore trop tôt pour espérer quoi que ce soit, et la seule personne susceptible d'aider Isabelle, c'était peut-être elle-même. Pendant ce temps, la porte du bunker s'ouvrit de nouveau. Martin apparut sur le seuil et annonça à Isabelle qu'il venait chercher Nelly. Il expliqua qu'il voulait l'emmener dehors, mais la jeune femme ne le crut pas immédiatement. Cependant, elle n'avait pas son mot à dire. En quelques instants, Martin et Nelly avaient déjà franchi la porte. Pendant tout ce temps, Isabelle resta assise sur le lit, attendant leur retour. 15 minutes plus tard, Martin réapparut, tenant Nelly dans ses bras. Il s'avéra qu'il l'avait effectivement emmenée à l'extérieur. À partir de ce jour-là, il réitéra ce geste à plusieurs reprises. Un jour, il apporta à Isabelle un plateau repas. Le lendemain, Martin lui proposa de sortir prendre l'air. Mais avant cela, il s'approcha d'elle et lui passa les menottes. Isabelle voulait tellement sortir qu'elle n'eut d'autre choix que d'obéir, espérant ainsi montrer à Martin qu'elle ne poserait pas de problème. Ils quittèrent alors le bunker ensemble pour la première fois et se retrouvèrent dans une grande pièce sans toit. L'air frais lui faisait littéralement perdre pied. En regardant autour d'elle, elle aperçut une petite cour conçue de telle manière que personne ne puisse rien voir. Une sorte d'extension du bunker, une imitation de la liberté véritable. Malheureusement, il faisait très sombre, et Isabelle était déçue de ne pas pouvoir contempler la lumière du jour.
L'homme remarqua son trouble et décida de lui expliquer que les choses pouvaient changer. Mais elle n'eut pas le temps de réagir à ces paroles qu'il lui annonça qu'il était temps de rentrer. Avant de refermer la porte, Martin déclara qu'il comptait sur Isabelle pour devenir sa compagne. De plus, il la prévint qu'il avait l'intention de lui faire passer des examens médicaux afin de s'assurer qu'elle n'était porteuse d'aucune infection sexuellement transmissible. Apparemment, pendant tout ce temps, Isabelle n'avait aucune idée de la durée de sa captivité. Pourtant, elle n'avait plus le moindre doute. Martin était bel et bien un psychopathe profondément dépressif. Évidemment, ce n'était pas difficile à deviner car il était sujet à des sautes d'humeur imprévisibles. Parfois, Martin devenait violent et cela terrifiait Isabelle. Un jour, il entra dans le bunker et elle perçut immédiatement un changement dans son comportement. On aurait dit qu'il n'était plus lui-même. Martin semblait hésitant, presque abattu. Pourtant, il tenait un pistolet à la main et tout le corps d'Isabelle se mit à trembler à la vue de l'arme. Elle était convaincue qu'il allait lui faire du mal. Martin s'approcha d'elle, mais ce n'était pas pour la frapper. Il déclara qu'il avait déjà tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours, mais qu'il n'avait jamais eu le courage d'appuyer sur la détente. Lorsqu'Isabelle entendit ces paroles, une peur nouvelle et oppressante l'envahit. Elle réalisa aussitôt que si Martin se suicidait, elle et Nelly resteraient prisonnières de ce bunker, condamnées à une mort lente et atroce. Elle comprit alors qu'elle devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour rester en vie. Désormais, sa propre survie était étroitement liée à celle de l'homme qui l'avait enlevée. Finalement, Isabelle décida de dire à Martin quelque chose, n'importe quoi, pour tenter de l'empêcher de passer à l'acte. Mais avant qu'elle ne trouve les mots, il lui tendit une arme et déclara qu'elle n'avait qu'à appuyer sur la détente. Depuis le début de sa captivité, Isabelle cherchait désespérément un objet, n'importe lequel, qu'elle aurait pu utiliser comme arme. Mais à l'instant où une véritable arme se retrouva entre ses mains, elle fut incapable de faire ce qu'il attendait d'elle. Pendant ce temps, Martin continuait de la fixer avec un regard étrange, un mélange de mépris et de curiosité. Il finit par se lasser de cette attente insoutenable et sortit son propre pistolet. À cet instant, Isabelle se sentit à la fois soulagée et terrifiée. Elle ignorait ce qui allait se passer, mais elle se força littéralement à agir. D'une voix douce, presque imperceptible, elle s'approcha de Martin et murmura que tout irait bien. Sans dire un mot, il recula de quelques pas, la fixa longuement, puis tourna les talons et s'éloigna. Cette fois, son absence ne dura pas longtemps. Lorsque la porte du bunker s'ouvrit de nouveau, Isabelle vit un homme entrer. Il faisait sombre, et elle dut plisser les yeux pour discerner de qui il s'agissait. À première vue, ce n'était pas Martin. L'homme avait de longs cheveux noirs et une barbe. Le cœur d'Isabelle s'emballa. Elle ne comprenait pas pourquoi cet inconnu se tenait là, immobile, la fixant en silence. Après quelques secondes, une lueur d'espoir s'alluma en elle. Elle se tourna vers lui et déclara qu'elle avait été enlevée. Mais l'homme ne réagit pas. Isabelle resta figée, le regard rivé sur lui, ne sachant que faire. À cet instant, il leva lentement la main vers son visage et comme s'il arrachait sa propre peau, tira brusquement. Ce n'était qu'un masque. Et derrière ce masque se cachait Martin. Un peu plus tard, Martin revint voir Isabelle pour lui annoncer qu'elle pourrait désormais se promener dans la ferme le soir, prendre une douche et manger un vrai repas. Apparemment, il souhaitait simplement que leur relation évolue. Et comme l'atmosphère du bunker n'était pas propice à une conversation normale, il décida d'inviter Isabelle chez lui. Pendant tout ce temps, la jeune fille ressentait une tension palpable. Elle attendait le bon moment pour tenter de s'échapper, mais pour l'instant, la seule liberté qui s'offrait à elle était cette petite cour, une simple extension du bunker. Cette nuit-là, cependant, elle devait franchir la dernière porte et entrer chez Martin. Lorsqu'il vint la chercher, elle lui demanda d'emmener Nelly avec eux, mais il refusa. Une vague de déception l'envahit, mais elle s'efforça de rester impassible. En réalité, son plan restait inchangé. Si l'occasion se présentait, elle courait vers la route pour appeler à l'aide. Après quelques instants, Martin se tourna de nouveau vers Isabelle et lui demanda de lui tendre les mains. Il lui passa alors les menottes et ils se dirigèrent lentement vers la sortie. Une fois dehors, la jeune fille tenta de scruter les environs. À une vingtaine de mètres, une vieille ferme délabrée se dressait. Juste à côté, un bâtiment plus petit apparaissait dans la pénombre. En jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, Isabelle aperçut pour la première fois l'endroit où elle était retenue captive.
Peinte dans ce rouge typiquement suédois, la structure en bois aurait facilement pu passer pour un garage ou un atelier. Pourtant, elle semblait bien plus récente que le bâtiment principal. Plus Isabelle observait les alentours, plus son espoir de s'échapper s'évanouissait. Il n'y avait pas la moindre maison à l'horizon, rien que des arbres, à perte de vue. Lorsqu'elle entra dans la maison, une odeur de moisi, de vieux bois et d'humidité l'agressa immédiatement. Martin l'emmena dans la salle de bain, lui ôta les menottes et lui ordonna de se déshabiller. Pendant qu'Isabelle se déshabillait, il ne la quittait pas des yeux. L'eau de la douche était glaciale et elle n'eut même pas le temps d'en profiter. En sortant de la salle de bain, elle retrouva Martin. Il se tenait près de la porte et lui tendit un pantalon noir pour homme, un t-shirt et un pull. Après un dîner expéditif, il menotta de nouveau Isabelle et la ramena au bunker. Une fois sur place, Martin lui tendit un contraceptif et des vitamines, précisant froidement qu'il avait l'intention de coucher avec elle. Ces paroles laissèrent à la jeune fille abasourdie. Elle ne comprenait pas exactement ce qu'il sous-entendait. Elle lui demanda ce qui se passerait si elle tombait enceinte malgré la pilule. Sans la moindre émotion, il lui répondit qu'elle n'avait pas à paniquer si tôt. Après cela, Martin déclara qu'il se faisait tard et qu'il devrait aller se coucher. Isabelle crut comprendre qu'ils allèrent dormir ensemble. Une fois au lit, Martin remarqua l'hésitation de la jeune fille et lui dit qu'elle pouvait garder sa culotte si cela la rendait plus à l'aise. Puis, il se colla contre elle, et Isabelle comprit aussitôt qu'il la désirait. Malgré la fatigue et l'épuisement, elle n'avait pas du tout envie de dormir. Son esprit restait en ébullition, et elle n'arrivait pas à accepter l'idée de partager le lit de l'homme qui l'avait enlevée. Le lendemain matin, Martin quitta de nouveau le bunker en disant à Isabelle qu'il se rendait à Stockholm pour récupérer des affaires dans son appartement et officialiser son départ volontaire. Lorsqu'Isabelle se réveilla plus tard, Martin n'était toujours pas revenu. Il revint bien plus tard, portant un petit sac à dos vert. La première pensée d'Isabelle fut de se demander où pouvaient bien être ses affaires. Sans un mot, Martin jeta le sac à dos par terre, puis il prit 2 chaises et les plaça l'une en face de l'autre. Il s'assit sur l'une d'elles et fit signe à Isabelle de s'asseoir sur l'autre. La gorge enfin sèche, Isabelle demanda à Martin pourquoi il n'avait pas rapporté ses affaires. Sans un mot, il fouilla dans son sac à dos et en sortit une enveloppe adressée à elle. Isabelle remarqua immédiatement le petit emblème de la police suédoise. Martin ouvrit l'enveloppe et expliqua que seulement 6 jours s'étaient écoulés depuis l'enlèvement et que, contrairement à ce qu'il avait prévu, la famille avait déjà signalé sa disparition. Il ajouta que la police avait changé la serrure de son appartement, ce qui signifiait que si elle revenait, elle devrait se présenter aux autorités pour récupérer les clés. En réalité, la lettre et le changement de serrure avaient complètement bouleversé le plan de Martin et l'avaient plongé dans une profonde panique. Autrement dit, il commençait à comprendre qu'à un moment ou à un autre, la police finirait par remonter jusqu'à lui. Quant à Isabelle, en apprenant la nouvelle, elle pensa immédiatement à sa mère, qui devait être folle d'inquiétude. Elle prit enfin conscience que sa disparition n'était pas considérée comme volontaire. De plus, elle réalisa qu'elle était séquestrée depuis au moins 6 jours. Bientôt, Martin plongea de nouveau la main dans son sac à dos et en sortit le permis de conduire et le téléphone d'Isabelle. Puis, il glissa la main derrière son dos et en sortit une arme. Après avoir laissé à Isabelle le temps de comprendre ce qu'il attendait d'elle, Martin plaça le pistolet et les clés directement dans ses mains. Il lui dit alors que l'arme était chargée et qu'elle n'avait plus qu'à appuyer sur la détente. Mais Isabelle n'osa jamais franchir cette limite. Quelque chose en elle l'en empêchait. Martin poussa un long soupir et tenta de lui expliquer que si elle le faisait, ce serait perçu comme de la légitime défense. Après un moment de silence, Isabelle se tourna vers lui et lui dit que s'il voulait vraiment la libérer, il pouvait encore le faire sans subir de conséquences. Peu de temps s'était écoulé depuis sa disparition, ajouta-t-elle, et elle pourrait encore se rendre au poste de police et expliquer son absence en prétendant qu'elle était chez une amie. Finalement, Martin fixa Isabelle du regard et déclara que c'était une excellente idée. Après cela, ils quittèrent le bunker et Isabelle parvint enfin à respirer de l'air frais. Ils entrèrent ensuite dans la maison de Martin pour récupérer leurs affaires, puis montèrent dans la voiture. Martin prit le volant, tandis qu'Isabelle et Nelly s'installèrent sur le siège passager. Pendant qu'ils roulèrent vers la ville, Martin leur expliqua précisément ce qu'ils devaient dire au poste de police. Isabelle devrait affirmer qu'elle avait eu un rendez-vous avec Martin peu avant sa disparition, qu'ils avaient passé du temps ensemble et qu'elle avait décidé de le suivre jusqu'à sa ferme.
Selon cette version, Isabelle aurait oublié son chargeur de téléphone, ce qui expliquerait pourquoi elle n'avait pas pu prévenir sa famille. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Stockholm, Isabelle s'attendait à ce que Martin la dépose simplement devant le poste de police. Mais il n'en fut rien. Il décida de l'accompagner. En s'approchant de la réception, Isabelle se retrouva face à un policier dont le badge portait le prénom Andreas. À cet instant, elle prit conscience qu'elle avait un choix à faire. Mentir et dire ce que son ravisseur voulait qu'elle dise, ou bien révéler la vérité sur son enlèvement. Après un moment d'hésitation, elle sortit lentement la lettre et déclara qu'elle avait été portée disparue par erreur. En entendant cela, Andreas consulta brièvement son ordinateur, puis annonça que des moyens considérables avaient été mobilisés pour la retrouver et qu'elle devait attendre l'inspecteur chargé de son dossier. Assise à côté de Martin, Isabelle se demanda si Andreas avait remarqué qu'elle portait des vêtements d'homme. Avait-il vu la crasse sous ses ongles? Avait-il perçu les cernes profonds sous ses yeux? Après 2 longues heures d'attente, l'inspecteur s'approcha enfin d'Isabelle et lui demanda de le suivre dans la salle d'interrogatoire. À ce moment-là, Martin se leva également, mais l'inspecteur lui ordonna de rester assis. Martin se laissa alors retomber sur sa chaise, exactement à la même place. À chaque pas qu'elle faisait, Isabelle sentait son calme apparent s'effriter. Elle craignait de se réveiller et de réaliser qu'elle était encore prisonnière du bunker. Dès qu'elle franchit le seuil de la pièce et entendit la porte se refermer, Isabelle s'effondra à genoux et cria qu'elle avait été enlevée et que son ravisseur se trouvait encore dans le commissariat. Elle ajouta également qu'il y avait une arme dans le coffre de sa voiture. Immédiatement arrêté, Martin a avoué presque toutes les accusations portées contre lui. Peu après le premier interrogatoire, l'histoire a fait le tour des médias suédois. La ferme de Martin a été photographiée et filmée sous tous les angles possibles. Tout le monde tentait de comprendre les preuves qu'Isabelle avait traversées et ce que Martin avait réellement planifié. Comme c'est souvent le cas, la communauté s'est divisée en plusieurs camps. Si certains ont immédiatement soutenu la jeune fille, d'autres ont commencé à la critiquer pour les moyens par lesquels elle gagnait sa vie. Environ 3 jours après avoir retrouvé sa liberté, Isabelle a reçu un courriel de Facebook l'informant que ses informations de connexion avaient été modifiées avec succès. Elle n'a pas immédiatement saisi la portée de ce message, mais en se connectant à son compte, elle a compris avec effroi que Martin s'apprêtait à se faire passer pour elle. Si ce courriel était arrivé quelques jours plus tôt, Martin aurait sans doute pu prendre le contrôle de son profil et faire croire qu'elle avait volontairement quitté le pays. Plus tard, au cours de l'enquête et du procès, Isabelle a découvert de nombreux éléments qui lui étaient encore inconnus. Par exemple, elle a appris que lors de la fouille minutieuse de la ferme de Martin, plusieurs objets troublants avaient été retrouvés. Parmi ceux-ci figuraient des seringues, des aiguilles, des sous-vêtements féminins et même des chiffons ensanglantés. Isabelle a également découvert que l'arme que Martin utilisait pendant tout ce temps et qu'il lui avait tendue à plusieurs reprises pour qu'elle appuie sur la gâchette et mette fin à ses jours, n'était en réalité qu'un moulage. Autrement dit, il cherchait simplement à tester ses intentions, et il a continué ainsi jusqu'au bout. Martin a lui-même expliqué à la police que c'était le seul moyen, selon lui, de vérifier si Isabelle était prête à le tuer. Il convient également de préciser que lors de l'examen des effets personnels de Martin, les enquêteurs ont découvert un document troublant enregistré sur son ordinateur. Ce document prenait la forme d'un contrat. En substance, il énonçait les règles que chaque captive potentiel devait suivre dans l'espoir de réduire sa peine. Le contrat principal prévoyait une durée d'emprisonnement de 10 ans, ajustable en fonction de l'obéissance des captives. Le contrat comportait également diverses obligations, des contacts réguliers avec Martin, le rasage, le bronzage, le perçage du nombril et l'acceptation d'être filmées. Si les captives acceptaient de se soumettre à ces exigences, leur peine pouvait être réduite d'1 an ou plus. En revanche, chaque refus prolongeait la durée de l'emprisonnement. Par ailleurs, le contrat incluait des clauses de responsabilité collective et de punition. Toute infraction aux règles commises par l'une des captives avait des répercussions sur l'ensemble d'entre elles. Vers la fin du procès, Martin a de nouveau décidé de plaider coupable, mais uniquement pour l'enlèvement et la séquestration d'Isabelle, et non pour l'atteinte à son intégrité sexuelle. Bien qu'il ait admis sa culpabilité, Martin a constamment minimisé la gravité de ses actes, laissant ainsi penser qu'il cherchait délibérément à atténuer leur portée. Par ailleurs, Martin est resté calme, presque détaché, tout au long de son témoignage. Il semble n'avoir éprouvé aucun remords ni aucune empathie envers Isabelle.
Le verdict a été rendu le 23 février 2016. Martin a été condamné à 10 ans de prison pour enlèvement et séquestration, conformément à la décision du tribunal. En revanche, il a été acquitté des charges d'atteinte à l'intégrité sexuelle. En outre, il a été interdit d'exercer la médecine et condamné à verser une indemnité d'environ 15 500 €. Sans doute, en entendant le verdict ainsi que certaines déclarations du juge, Isabelle a ressenti un profond sentiment d'injustice. Elle avait l'impression que la gravité des faits qu'elle avait subis n'avait pas été reconnue à sa juste mesure. En d'autres termes, accepter le jugement revenait pour elle à minimiser toute sa souffrance et à laisser Martin s'en sortir. L'avocat d'Isabelle lui a alors proposé de faire appel de cette décision, ce qu'elle a immédiatement accepté, espérant que la cour d'appel reconnaîtrait pleinement l'abus qu'elle avait enduré. Malheureusement pour elle, la décision de la cour d'appel ne lui a pas été favorable. En effet, la cour a estimé que Martin, ayant déjà été radié de l'ordre des médecins, avait déjà été sévèrement sanctionné. De plus, selon la cour, le fait que Martin souffre depuis longtemps de dépression constituait une circonstance atténuante. Dans l'ensemble, la cour d'appel a pleinement adhéré à l'évaluation et aux conclusions du tribunal de district de Stockholm et n'a donc pas jugé nécessaire de prononcer une peine plus lourde. Cependant, en tenant compte de certaines circonstances atténuantes, elle a réduit la peine de Martin de 10 à 8 ans de prison. Pour autant que je sache, après le procès, Martin Trenneborg a purgé sa peine dans une prison appelée Tidaholm, située dans la municipalité du même nom. Ayant obtenu sa libération conditionnelle en janvier 2021, Martin a été relâché et vit actuellement sous une nouvelle identité dans un lieu tenu secret. Quant à Nelly, le petit chien d'Isabelle, qui lui avait apporté un soutien affectif inestimable, il est devenu très méfiant et agressif après sa brève captivité et a fini par mourir dans un accident. De son côté, Isabelle, après tout ce qu'elle avait enduré, a refusé de reprendre son activité d'escorte. Depuis la fin du procès, elle bénéficie d'une protection officielle de son identité et vit désormais dans l'anonymat et sous surveillance constante. Cette mesure a été instaurée pour la protéger d'éventuelles représailles de la part de Martin ou d'autres personnes mal intentionnées. Sur le plan financier, Isabelle n'a reçu qu'une infime partie de l'indemnisation ordonnée par le tribunal. Depuis sa détention, Martin a tenté de vendre sa propriété, mais celle-ci, ayant été vandalisée à plusieurs reprises, n'a jamais trouvé preneur. Il convient également de souligner qu'Isabelle a mis des années à se remettre du traumatisme psychologique causé par son enlèvement. En guise de thérapie, elle a décidé d'écrire un livre intitulé « You Are Mine, Sedated and Kept in a Secret Bunker ». Voici ma véritable histoire d'évasion, dans lequel elle relate en détail tout ce qu'elle a vécu. Selon ses propres mots, ce livre est devenu le seul moyen pour elle de raconter son histoire sans déformer les faits et sans aucun préjugé. Quant à Martin Trenneborg, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Mais qui sait, peut-être est-il encore en train de préparer quelque chose. Avoir de l'influence, devenir célèbre, parcourir le monde, recevoir une éducation de qualité, rencontrer des personnes inspirantes, autant de rêves partagés par de nombreux jeunes ayant grandi à l'ère des réseaux sociaux et des technologies modernes. Daniela Patigno Ginestrosa incarnait parfaitement cette génération. Elle possédait de l'ambition, de l'intelligence et une volonté profonde de saisir toutes les opportunités pour s'épanouir. Pourtant, ce rêve ne s'est jamais réalisé. Daniela est née en 1997, le même jour que sa sœur jumelle, Sarah. Leur mère, Marta Inestrosa, et leur père, Elkin Patigno, vivaient dans la municipalité de Belo, située dans le département d'Antioquia, en Colombie. Les parents de Daniela ont travaillé sans relâche pour financer ses études universitaires en communication sociale et en journalisme. Martha occupait un poste de réceptionniste dans un petit hôtel, tandis qu'Elkin était assistant comptable dans une entreprise appelée Éducation sans frontières. À un certain moment, Elkin a perdu son emploi. Conscient de la situation, il a eu une conversation sérieuse avec Daniela et lui a expliqué que sa femme et lui ne pourraient plus assumer ses frais de scolarité. Daniela, qui avait toujours rêvé de devenir écrivaine, blogueuse, actrice ou journaliste, souhaitait également découvrir le monde. C'est sans doute pour cette raison qu'elle a décidé de chercher du travail à l'étranger, hors de son pays natal, la Colombie, afin de réunir suffisamment d'argent pour rentrer chez elle et terminer ses études universitaires. Ainsi, au début du mois de juillet 2018, elle a fait ses valises et, malgré sa méconnaissance de l'hébreu et d'autres aspects tout aussi essentiels, elle a entrepris un voyage en Israël. Selon certaines sources,
Ce voyage aurait été en partie financé par une amie. Du moins, c'est ce qu'elle a affirmé à ses parents avant de partir. Pendant 9 mois, Daniela a vécu dans la ville de Givatayim, située dans le district de Tel Aviv, au cœur de l'agglomération de Gush Dan. Durant son séjour en Israël, elle a enregistré de courtes vidéos pour YouTube et publié des photos, principalement prises sur les plages locales. On sait que pendant cette période, Daniela a travaillé dans un restaurant pour économiser suffisamment d'argent afin de payer le semestre et atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé avec sa sœur jumelle, Sarah, aider leurs parents à faire face à la situation. La jeune fille ne rentre en Colombie qu'en avril 2019. Martha et Elkin s'attendaient à ce qu'elle reprenne ses études. Cependant, au cours des derniers mois, les projets de leur fille avaient radicalement changé. Désormais, Daniela n'a plus qu'une idée en tête: partir en Espagne. Ses parents n'étaient évidemment pas favorables à cette idée, d'autant plus qu'ils désapprouvaient le fait qu'elle ne poursuive pas ses études. Malgré leur réticence, ils ont fini par céder, estimant que l'expérience de Daniela en Israël avait été positive. Toutefois, à l'approche de la date de départ, ils commencent à s'inquiéter du manque d'informations concernant le voyage. Daniela a alors 22 ans, mais ses parents restent préoccupés par sa sécurité. De surcroît, le fait de ne pas connaître la personne qui l'a invitée en Europe leur inspire une vive appréhension. Pourtant, la jeune fille les rassure autant qu'elle le peut, répétant qu'ils n'ont aucune raison de s'inquiéter. Le jeudi 15 août 2019, la veille de son départ, Martha et Daniela se promènent dans le centre de Medellín et font quelques achats. Tout semble se dérouler normalement, mais certaines choses préoccupent les deux femmes. D'abord, elles s'interrogent sur la décision de repartir si rapidement, prise de façon apparemment impulsive. Ensuite, le comportement de Daniela les inquiète. Elle n'a jamais communiqué les informations relatives à son vol et a refusé d'être accompagnée à l'aéroport. À la veille du départ, les zones d'ombre demeurent. Aucun détail précis concernant le vol, aucune information sur la personne censée accueillir Daniela à l'aéroport, ni sur l'heure à laquelle elle prévoit de rentrer chez elle. De plus, la jeune fille a dit à son père qu'elle préférait prendre un taxi afin qu'il n'ait pas à rentrer tard le soir. Elkin a insisté pour obtenir le numéro de vol afin de l'aider à s'enregistrer, mais Daniela a refusé, affirmant que son ami s'en était déjà occupé. Toutes ces incohérences trottent dans l'esprit des parents. Un pressentiment leur murmure que quelque chose cloche, mais ils sont loin d'imaginer le drame qui s'apprête à se jouer. Quelques heures plus tard, Daniela envoie des photos prises à l'aéroport. On la voit dîner seule. Selon certaines sources, son vol était prévu pour 19 heures, mais il a été légèrement retardé. Après le départ supposé, Martha et Elkin se couchent, mais leur sommeil est interrompu à l'aube par un message vidéo de Daniela, reçu sur leur téléphone portable. Comme le vol vers l'Espagne devait durer au moins 9h30, ils comprennent immédiatement que quelque chose ne va pas. Inquiets, ils demandent à leur fille où elle se trouve. Daniela leur répond qu'à la dernière minute, son amie lui a annoncé que leur plan avait changé et qu'elle devait désormais se rendre au Guatemala. C'est à ce moment-là que leur cauchemar commence. Le premier jour de son voyage, Daniela cesse de communiquer avec ses parents. Peu de temps après, elle leur envoie une autre vidéo. Elle semble heureuse. Mais cette apparente sérénité est de courte durée. 2 jours seulement après son arrivée dans le pays, une série d'événements inquiétants commence, menaçant la vie de toute sa famille. Un nouveau message de Daniela brise toutes les illusions. Elle révèle que le prétendu emploi n'était qu'une escroquerie et qu'elle est tombée entre les mains d'un réseau de traite des personnes. À ce moment-là, ses ravisseurs exigent 1 million de pesos colombiens, soit 251 $, en paiement des frais de vol. S'ils n'obtiennent pas l'argent, ils menacent de la tuer. Terrifiée, Daniela supplie ses parents de contacter la police. Mais ceux-ci lui expliquent qu'il est peu probable qu'ils puissent faire quoi que ce soit de réellement efficace depuis la Colombie pour la tirer de là. Martha et Elkin décident néanmoins d'emprunter la somme nécessaire auprès de leurs proches afin de libérer leur fille des griffes des criminels. Les messages de Daniela affluent sans relâche. Elle insiste sur le fait qu'elle ne pourra s'échapper que si ses parents envoient immédiatement l'argent. Pire encore, elle affirme que non seulement sa vie est en danger, mais que la leur l'est aussi. D'après elle, elle est détenue par des individus extrêmement dangereux, capables de s'en prendre à tous ceux qu'elle aime, où qu'ils se trouvent dans le monde. Désespérée par le manque d'argent, Daniela envoie à ses parents sa localisation. Elle leur dit que, si elle est tuée, ils devront prendre l'avion pour venir récupérer son corps. À un certain moment, Elkin parvient à réunir la somme nécessaire et l'envoie.
Peu après, il reçoit un autre message de sa fille. Elle affirme avoir réussi à échapper à ses ravisseurs. Pourtant, Daniela ne fournit aucun détail sur la manière dont elle a quitté le Guatemala, un pays où le nombre de victimes de réseaux criminels impliqués dans la traite des personnes a augmenté de 30% ces dernières années. Selon le Bureau du médiateur des droits de l'homme du Guatemala, environ 600 cas d'enlèvement ont été signalés l'année dernière. Cependant, certaines estimations suggèrent que le nombre réel de victimes pourrait être bien plus élevé, car toutes ne survivent pas ou ne parviennent pas à demander de l'aide à la police. Mais revenons à l'histoire de Daniela. Les heures qui suivent restent entourées de mystères. Soudainement, elle réapparaît comme par miracle à Playa del Carmen, une station balnéaire située dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Pourtant, personne ne sait comment elle a réussi à parcourir une telle distance. Aucune réponse n'a été apportée aux questions essentielles. Quelqu'un l'a-t-il aidée? Était-elle recherchée? Comment a-t-elle obtenu l'argent pour traverser la frontière? Daniela n'a jamais répondu à ces questions et, jour après jour, son comportement devient de plus en plus énigmatique et fuyant. Au début du mois de septembre 2019, Daniela annonce à sa famille qu'elle a retrouvé un ami qu'elle avait connu en Israël. Elle explique que, grâce à cette personne, elle a pu s'installer dans un hôtel où elle prévoyait de rester jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi et économise suffisamment d'argent pour rentrer en Colombie. Pendant son séjour au Mexique, Daniela reste en contact quotidien avec ses parents, les rassurant constamment sur son état. Elle leur envoie même des vidéos dans lesquelles Martha et Elkin la trouvent relativement sereine. Daniela raconte notamment qu'elle a visité le musée Frida Kahlo, l'une de ses artistes préférées. Mais ce calme est de courte durée. Soudainement, la jeune fille cesse tout contact, et ses parents ressentent à nouveau ce pressentiment oppressant. Quelque chose est arrivé à Daniela. Leur crainte se confirme le 13 septembre 2019, lorsque Martha reçoit un appel en provenance du Mexique. À l'autre bout du fil, une voix masculine se présente comme un ami proche de Daniela. Il affirme que la jeune fille a quitté sa chambre d'hôtel il y a 3 jours et n'y est jamais revenue. Il est établi que Daniela n'avait pas l'intention de partir en voyage. De plus, elle a laissé tous ses documents à l'hôtel. Ces éléments laissent craindre qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Désespérés, les parents de Daniela sollicitent l'aide des autorités colombiennes. Depuis, ils ont perdu toute tranquillité, et presque toutes les portes auxquelles ils ont frappé pour obtenir de l'aide sont restées closes. Ils contactent d'abord le ministère public de Medellín et le bureau du médiateur, mais on leur répond simplement que l'affaire ne relève pas de leurs compétences. Martha commence alors à chercher désespérément sa fille sur les réseaux sociaux. Elle est si persistante que ses messages concernant la disparition de Daniela deviennent viraux. Finalement, la recherche aboutit. Un soir, un message glaçant apparaît sur le profil de Martha. Elle reçoit une photo du bras de Daniela, sur lequel est tatoué le mot « innommable ». L'expéditeur du message demande à Martha si elle peut confirmer qu'il s'agit bien du bras de sa fille. Martha répond par l'affirmative. À partir de ce moment, elle sombre dans l'hystérie. En scrutant la photo de plus près, elle reconnaît la carnation de Daniela et comprend instantanément que sa fille est morte. Le rapport de police indique que le corps de la jeune fille a été retrouvé sur l'un des boulevards les moins fréquentés de Playa del Carmen. La macabre découverte a été signalée par des passants. Au début, les policiers municipaux ont cru qu'il s'agissait d'un homme déguisé en femme. Mais l'autopsie a confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'une jeune fille. Compte tenu des éléments retrouvés sur les lieux du crime présumé, la police conclut que la jeune fille a été tuée ailleurs et que son corps, enveloppé dans un drap, a été abandonné sur le boulevard. Lors du transfert du corps de Daniela au service de médecine légale, il est constaté que sa mort a été causée par une blessure par balle. Peu après le début de l'enquête, les autorités mexicaines annoncent l'arrestation d'un suspect. Il s'agit d'un homme connu sous le surnom de El Pantera, présenté comme le chef d'un groupe criminel et également comme l'assassin présumé de Daniela. L'arrestation est effectuée par les autorités de Cancún. Par la suite, le procureur du secrétariat de la sécurité publique de l'État de Quintana Roo l'inculpe de crimes contre la vie humaine. En rapportant les activités illégales d'El Pantera, les autorités indiquent qu'il était le chef d'une cellule criminelle locale affiliée à un groupe appelé Los Pelones. La police commence à s'intéresser à lui pour la première fois en janvier 2019, lorsqu'il a ouvert le feu sans discernement sur un groupe de personnes dans un quartier de la ville. La principale raison de son arrestation réside dans les messages de menaces et d'extorsion qu'il avait envoyés à Daniela. Au moment de son interpellation,
El Pantera est en possession de plusieurs armes à feu ainsi que de sacs contenant des substances illicites. Le groupe Los Pelones, déjà mentionné, a débuté ses activités criminelles à Cancún et dans d'autres stations balnéaires bordant la mer des Caraïbes au début de l'année 2017. C'est à cette période que ses membres ont pris le contrôle du trafic de drogue et d'autres activités illégales, dont la traite des personnes. Il convient de souligner que la traite des personnes au Mexique revêt des formes multiples et insidieuses. Selon un rapport publié en juin 2019 par une agence de presse influente, ces réseaux criminels emploient diverses stratégies pour recruter leurs futures victimes. Dans le cas des jeunes filles, comme Daniela, elles se voient promettre des emplois bien rémunérés à l'étranger. Mais en réalité, elles sont forcées de fournir des services sexuels. Quant aux femmes plus âgées, elles reçoivent des offres d'emploi domestique, mais les contrats se transforment rapidement en situation d'esclavage. Il est également avéré que de jeunes hommes sont attirés par la perspective d'un avenir meilleur. Cependant, ils sont souvent contraints de travailler comme vendeurs de drogue ou d'autres substances illicites. Selon la même publication, le nombre record d'agressions physiques de toutes sortes, associées à une hausse des meurtres, est attribué à l'influence des groupes criminels. Depuis 2000, environ 70% des condamnations prononcées dans l'État de Mexico, l'un des plus peuplés du pays, concernent le trafic de personnes. Cependant, en raison du niveau élevé de dangerosité, la majorité de ces affaires a été transférée aux procureurs fédéraux. Par ailleurs, selon les statistiques fournies par le Secrétariat de la Sécurité publique, plus de 3000 femmes ont été victimes de traite entre 2015 et 2019. En outre, un rapport du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes révèle qu'en 2019, au moins 9 femmes ont été assassinées chaque jour au Mexique. Le cas de Daniela a suscité une profonde inquiétude dans la société colombienne et a bouleversé l'opinion publique. Beaucoup ont vu en elle le reflet d'une génération de jeunes rêvant d'un avenir meilleur loin de leur pays d'origine. Comme Daniela, de nombreux Colombiens ont tragiquement perdu la vie sur le sol mexicain. Le cas de Wendy Patricia Bernal est sans doute le plus similaire. Selon le journal El Tiempo, en décembre 2018, Wendy s'est rendue au Mexique dans l'espoir de trouver un emploi et d'améliorer sa qualité de vie. Mais en mars 2019, son corps sans vie, criblé de balles, a été retrouvé à Playa del Carmen. Un autre crime atroce s'est produit en décembre 2017, lorsque le corps décapité de Joan Sebastián Espinosa Urrego a été découvert dans une rue de Cancún. Cette découverte a eu lieu peu de temps après que Joan, sa petite amie et 2 autres jeunes hommes ont été arrêtés par la police. Comme mentionné précédemment, Joan a été tué et les 3 autres ont disparu sans laisser de traces. Selon une enquête indépendante menée par le média numérique mexicain Proceso, un groupe influent composé d'anciens et d'actuels agents des forces de l'ordre serait à l'origine de ces crimes. Un autre drame a secoué la Colombie en 2015, lorsque les corps de 5 jeunes filles portant des marques évidentes de torture ont été retrouvés près d'une ferme mexicaine. Pour revenir aux événements entourant le cas de Daniela, il convient de préciser que ses parents ont non seulement dû endurer la douleur de la perte de leur fille, mais aussi affronter le pénible processus de rapatriement de sa dépouille. Les autorités mexicaines ont insisté sur le fait que les restes de la jeune fille ne se prêtaient pas à un transport prolongé, car ils étaient en état de décomposition avancée. Parallèlement, les proches de Daniela n'ont pas été autorisés à procéder à l'incinération, les restes pouvant encore être utilisés dans le cadre de l'enquête. Ce n'est qu'à la fin de l'automne 2019 qu'Elkin a pu se rendre au Mexique pour rapatrier les restes de sa fille. Mais ce voyage n'a pas été sans danger. Lui et sa femme ont reçu des messages menaçants de la part de membres d'un cartel mexicain, exigeant le paiement d'une prétendue dette contractée par Daniela. Après une série de démarches administratives éprouvantes, Elkin est finalement parvenu à rapatrier la dépouille de sa fille. À ce jour, la seule personne arrêtée reste El Pantera. Pourtant, les enquêteurs n'ont pas réussi à établir son implication directe dans le meurtre, laissant craindre que justice ne soit jamais rendue. En attendant, les proches de Daniela continuent de vivre avec le poids de son absence. Malgré toutes ces souffrances, cette petite fille s'est accrochée à la vie, espérant qu'un jour, quelqu'un viendrait la sauver. Et vous pouvez faire la différence par un simple appel téléphonique. Pour comprendre l'histoire de Jaylin Candelario, il faut d'abord remonter à celle de sa mère, Cristel Candelario, née le 11 septembre 1991 à Guayaquil, en Équateur. On sait que la mère de Cristel s'appelait Cathy Torres et que l'identité de son père demeure inconnue à ce jour. Selon Cathy,
Christelle a grandi dans un environnement stable et protecteur. Cependant, durant son adolescence, Christelle a été confrontée à une série de problèmes physiques et psychologiques qui l'ont non seulement ébranlée, mais aussi plongée dans une dépression profonde. Malgré cela, elle a réussi à reprendre le contrôle de sa vie. Elle a terminé ses études et obtenu un diplôme d'enseignante avant d'émigrer aux États-Unis avec sa famille. Malheureusement, on ignore la date précise de son arrivée aux États-Unis. Peu de temps après son installation, Christelle a donné naissance à sa première fille. D'après les informations disponibles, pendant son séjour à Cleveland, elle a travaillé comme assistante pédagogique dans plusieurs établissements scolaires. En raison de la nature de son emploi, elle était amenée à interagir avec des enfants et des adolescents, ce qui, selon sa mère, lui procurait beaucoup de satisfaction. Plus tard, en 2020, Christelle a rencontré Henry Garcia, un Équatorien. Leur relation a d'abord évolué à distance, mais après quelque temps, elle s'est rendue en Équateur pour le rencontrer en personne. Ils ont ensuite voyagé ensemble en République dominicaine pour passer davantage de temps ensemble. À son retour aux États-Unis, Christelle a découvert qu'elle était de nouveau enceinte. Le 26 janvier 2022, Christelle a donné naissance à une petite fille prénommée Jaylin Candelario. Bien qu'Henry, pour diverses raisons, n'ait jamais pu voir sa fille en personne, il l'appelait régulièrement en visioconférence. Malgré tout, les membres de la famille de Christelle ont toujours fait de leur mieux pour lui apporter, ainsi qu'à ses filles, le soutien dont elle avait tant besoin. Au début du mois de juin 2023, Christelle se retrouve seule avec sa fille cadette, Jaylin, car sa mère et son mari étaient partis en vacances, emmenant seulement l'aînée des deux filles. Le vendredi 16 juin de cette même année, les services d'urgence reçoivent un appel d'alerte. C'est Christelle elle-même, manifestement en état de grande détresse. Elle signale que sa fille de 16 mois a perdu connaissance. Lorsque les ambulanciers et les forces de l'ordre sont arrivés au domicile des Candelario, ils ont été confrontés à une scène déchirante. La petite Jaylin, manifestement déshydratée, se trouvait dans un parc pour enfants, enveloppée dans une couverture sale. À ce moment-là, elle ne présentait plus aucun signe de vie. Remember right now when you mentioned the vomiting. She get a vomiting the last week, Monday and Tuesday, two times. But I was trying controlling because I know I give to her Tylenol or something, for controlling the vomiting. Conformément au protocole en vigueur, Christelle a été immédiatement arrêtée et le corps de sa fille décédée a été transféré dans un centre médico-légal spécialisé afin de déterminer précisément la cause de son décès. À l'issue d'une enquête préliminaire, la police de Cleveland a publié un communiqué officiel indiquant que la victime avait été laissée sans surveillance et livrée à elle-même pendant au moins 10 jours. Cette négligence prolongée a été établie comme la cause directe de sa mort. Christelle a finalement été inculpée de plusieurs infractions graves, notamment d'homicide involontaire aggravé et de mise en danger de la vie d'un enfant. La direction de l'établissement scolaire où elle travaillait à l'époque a également publié un communiqué officiel, annonçant son licenciement immédiat en raison des charges retenues contre elle. En outre, elle a précisé qu'une enquête interne serait diligentée afin de vérifier s'il existait des plaintes antérieures concernant un comportement inapproprié de sa part. L'histoire tragique de Jaylin a immédiatement suscité un tollé général, de nombreux médias ayant tenté de contacter des proches de Christelle pour obtenir des éclaircissements. La chaîne de télévision Telemundo est parvenue à interviewer Henry, le père de la fillette, qui a profité de l'occasion pour exprimer sa douleur et son profond désarroi face à la perte de sa fille. Il a fermement condamné les actes de Christelle et a déclaré qu'il ne parvenait ni à manger ni à dormir en raison de l'immense tristesse qui l'accablait depuis ce drame. Parallèlement, une autre chaîne de télévision a recueilli les témoignages des voisins de Christelle, qui ont affirmé qu'il n'était pas rare qu'elle laisse sa fille seule. Une voisine a raconté que Christelle lui avait déjà demandé de garder la petite un week-end et qu'elle avait accepté. Selon elle, Christelle avait littéralement disparu pendant plusieurs jours, sans même laisser de lait maternisé à la maison. Elle a ajouté qu'il y avait eu d'autres épisodes similaires où Jaylin était restée sous sa garde, au point qu'elle avait dû appeler la mère à plusieurs reprises, car la fillette passait de longues heures chez elle. Une autre voisine a confié qu'elle avait conseillé à Christelle à maintes reprises de ne pas laisser sa fille seule, mais que celle-ci avait persisté à le faire, sans se soucier des conséquences. La procédure judiciaire concernant cette affaire a progressé relativement rapidement. Dès le mois de février 2024,
il a été révélé que Christelle avait conclu un accord avec le parquet et plaidé coupable d'homicide involontaire aggravé ainsi que de mise en danger de la vie d'un enfant. En mars de la même année, le procès principal s'est ouvert sous la présidence du juge Brendan Sheehan. Lors des audiences, les circonstances essentielles de l'affaire ont été enfin exposées. Par ailleurs, les représentants du ministère public ont présenté plusieurs éléments de preuve établissant que ce n'était pas la première fois que Christelle laissait Jaylin seule. L'un de ces éléments est constitué des enregistrements de vidéosurveillance installés dans le quartier où résidait la famille Candelario. Quelques semaines avant le drame, les caméras avaient filmé Christelle quittant son domicile et n'y revenant que plusieurs jours plus tard. Une autre vidéo, également captée par l'une des caméras de surveillance, a été présentée ultérieurement au cours de l'audience. On y voit Christelle charger sa valise dans sa voiture vers 8 h du matin, le 6 juin 2023. Selon le ministère public, à ce moment-là, l'accusé se rendait à Porto Rico pour des vacances, avec une escale à Détroit. Le procureur a ensuite montré une série de photographies de Christelle souriante et s'amusant avec des amis. La plus choquante était l'une des images qu'elle avait publiées sur ses comptes de réseaux sociaux. Ce n'est peut-être pas la photo elle-même, prise sur la plage, qui a suscité le plus d'indignation, mais le commentaire qui l'accompagnait, « Le temps dont on profite est le temps que l'on vit vraiment ». En d'autres termes, Christelle affirmait littéralement qu'elle profitait de son temps loin de sa fille, laissée seule dans un appartement vide. L'accusation a présenté d'autres éléments de preuve, notamment des images bouleversantes captées par la caméra d'interphone d'un voisin qui a enregistré les cris désespérés de la petite Jaylin. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que malgré les cris déchirants de la petite fille, résonnant pendant des heures dans une rue paisible de Cleveland, aucun habitant n'est intervenu pour lui porter secours. Quoi qu'il en soit, selon le ministère public, le 16 juin 2023, 10 jours après son départ, Christelle rentre finalement chez elle et découvre sa fille morte. Elle aurait alors immédiatement tenté d'effacer toutes les traces de son acte, habillant Jaylin avec des vêtements propres avant d'appeler les secours. Mais cette tentative n'a pas fonctionné. Profitant de l'occasion, le procureur a de nouveau décrit l'horrible scène à laquelle les ambulanciers et les forces de l'ordre ont été confrontés. Selon lui, Jaylin a été retrouvée allongée dans un parc pour enfants, enveloppée dans une couverture, entièrement souillée d'urine et de matière fécale. La fillette était dans un état de malnutrition si avancé que ses yeux étaient enfoncés et ses lèvres desséchées. De plus, le procureur a précisé que Jaylin pesait environ 3 kilos de moins que lors de sa dernière visite médicale, quelques mois auparavant. Quant au rapport des experts médico-légaux, il est sans appel. La fillette est morte des suites d'une déshydratation sévère et d'une inanition prolongée. De son côté, l'avocat de Christelle, Derek Smith, a affirmé que sa cliente souffrait de troubles mentaux depuis l'enfance. Selon lui, en 2023, elle avait tenté de mettre fin à ses jours et s'était vue prescrire de puissants antidépresseurs. Cependant, elle aurait cessé de suivre son traitement peu avant les faits, ce qui aurait pu altérer ses capacités cognitives. Lors de sa déclaration devant le tribunal, Christelle a reconnu qu'elle souffrait de dépression ainsi que de divers troubles psychologiques. Elle a expliqué qu'elle avait été profondément affectée par la perte de son enfant et qu'il lui était extrêmement difficile de prendre pleinement conscience de tout ce qu'elle avait vécu. Elle a également précisé qu'elle ne cherchait en aucun cas à minimiser ses actes ni à échapper à ses responsabilités. Cependant, elle a ajouté que personne dans la salle d'audience ne pouvait imaginer l'ampleur de sa souffrance ni le chaos qui régnait dans son esprit. « Je souffre énormément de la perte de ma fille Jaylin. Je souffre profondément de tout ce qu'elle a enduré. Je n'essaie pas de justifier mes actes. Mais aucun d'entre vous ne peut imaginer à quel point j'ai souffert et ce que j'ai traversé. Chaque jour, je demande pardon à Dieu et à ma petite fille. Je crois en Dieu, et je sais que nous sommes tous mis à l'épreuve aujourd'hui. » En réponse à ces déclarations, le ministère public a réitéré que, d'après les photos saisies sur le téléphone de l'accusé, celle-ci semblait incroyablement heureuse et s'amusait avec ses amis sans manifester la moindre préoccupation pour sa fille. Quant à la mère de Christelle, Katy Torres, ainsi que d'autres membres de sa famille, ils ont eu l'occasion de s'exprimer à la barre pour demander la clémence du juge. Dans une déclaration écrite, Katy Torres a affirmé que sa fille souffrait de troubles mentaux. Selon elle, lorsque Christelle a cessé de suivre son traitement, sa dépression se serait considérablement aggravée
l'empêchant de prendre des décisions rationnelles. Cathy a également précisé qu'elle-même et d'autres membres de la famille n'avaient pas conscience de ce qui se passait réellement avec Jaylin. Le 18 mars 2024, la dernière audience relative à cette affaire tragique s'est tenue au centre de justice du comté de Cuyahoga. Peu avant l'annonce du verdict, et conformément aux termes de l'accord préliminaire, le juge Brendan Sheehan a prononcé des paroles dures mais justifiées à l'encontre de Christelle. « Vous avez commis l'acte ultime de trahison, en abandonnant votre enfant. Terrifiée, sans défense, souffrant. Elle a connu la mort la plus atroce qu'on puisse imaginer. Sans eau, sans nourriture, sans soins, gisant dans ses propres excréments. Vous avez décidé que vous aviez besoin de vacances. Et ce qui a suivi cette décision est absolument impensable. La façon dont vous avez laissé votre fille, Jaylin, enfermée dans un lit de camp sans eau ni nourriture pendant 10 jours. Ce n'était pas un simple oubli. Vous auriez pu lui sauver la vie, à de nombreuses reprises. Vous auriez pu trouver quelqu'un pour s'occuper d'elle pendant votre absence. Vous auriez pu l'emmener avec vous. Pendant que vous étiez à Détroit ou à Porto Rico, vous auriez pu appeler quelqu'un à Cleveland. Dire simplement que Jaylin avait besoin d'aide. Les médecins ont dit qu'elle était déjà en état de rigidité cadavérique lorsqu'ils l'ont trouvée. Cela signifie qu'elle est morte peu de temps avant votre retour. Pensez-y. Malgré toutes ces souffrances, cette petite fille s'est battue pour survivre, espérant que quelqu'un viendrait la sauver. Et vous auriez pu le faire par un simple coup de téléphone. Le 18 mars 2024, le juge a rendu son verdict et a condamné Christelle Candelario, âgée de 32 ans, à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, considérant que la peine infligée reflétait celle qu'elle avait sciemment imposée à sa propre fille. Selon le procureur principal, ce jour devait être un jour de mémoire pour Jaylin, une fillette pleine de vie, arrachée à ce monde par l'égoïsme inconcevable de sa mère, qui avait choisi de partir en vacances pendant 10 jours, laissant sa fille mourir seule. En définitive, la condamnation à perpétuité a mis un terme à cette affaire tragique. Presque tous les fonctionnaires et experts impliqués dans l'enquête et le procès ont déclaré qu'il s'agissait de l'un des cas les plus atroces qu'ils aient jamais eu à traiter au cours de leur carrière. Quelque temps plus tard, Henry, le père de Jaylin, a publié une photo de sa fille sur les réseaux sociaux, tentant d'exprimer toute la douleur et le vide qu'il ressentait encore. Selon cet homme accablé par le chagrin, sa fille aurait perçu sa présence, même si elle se trouvait désormais dans un autre monde. L'histoire de la petite Jaylin a révélé non seulement le comportement monstrueux de sa propre mère, mais aussi l'indifférence glaçante de ceux qui ont ignoré les cris de la fillette et ne lui ont jamais porté secours. Bien que la justice ait fini par triompher, il était déjà trop tard pour sauver cette enfant innocente. Liliana Hara a longtemps pleuré sa fille Rosalia, dont les restes n'ont été retrouvés qu'1 an après sa disparition. Elle était jeune et pleine d'espoir, mais les dernières années de sa vie ont été marquées par de grandes souffrances. À la fin, elle est devenue un symbole tragique de la lutte contre les violences faites aux femmes en Argentine. Rosalia Daniela Jara est née le 12 septembre 1997 à Fortin Olmos, une petite ville du département de Vera, dans la province de Santa Fe, en Argentine. Elle a grandi dans une famille modeste mais chaleureuse, dirigée par sa mère, Liliana Jara. Rosalia a passé toute son enfance et son adolescence à Fortin Olmos, où elle a effectué ses études primaires dans une école du quartier San José Obrero. Elle a toujours rêvé de devenir enseignante ou policière. C'était une jeune femme douce et attentionnée, particulièrement dévouée à sa famille. Alors qu'elle était en 6e année, Rosalia a rencontré un homme nommé Juan Oscar Valdés. Il était enseignant suppléant, remplaçant occasionnellement les titulaires. Bien que Rosalia soit encore une enfant et que Juan soit marié, ils ont entamé une relation amoureuse qu'ils ont gardée secrète pendant plusieurs années. En réalité, leur différence d'âge était considérable. Selon certains rapports, Rosalia n'avait que 13 ans, tandis que Juan en avait 32. La jeune fille n'a confié l'existence de cette relation qu'à sa sœur. Sa mère, Liliana, ne l'a découverte que lorsque Rosalia est tombée enceinte. Après la naissance de sa fille Alma, Juan s'est éloigné de Rosalia et a refusé de reconnaître l'enfant. Environ 1 an plus tard, Rosalia a commencé à vivre avec un homme nommé Aldo. Là encore, une grande différence d'âge les séparait. Leur relation n'a jamais été vraiment paisible et, après une énième dispute, ils ont décidé de se séparer.
Le samedi 1er juillet 2017, Rosalia est allée voir sa mère pour lui demander de s'occuper de sa fille de 2 ans, Alma. Elle a quitté la maison sans emporter presque rien. Liliana pensait que sa fille ne comptait pas s'absenter longtemps. Et c'était probablement le cas, jusqu'à ce que quelqu'un bouleverse ses plans. Ce soir-là, Rosalia portait une veste de sport rouge à capuche, un jean bleu et des baskets roses qu'elle venait d'acheter. Selon certaines rumeurs, elle serait allée jouer aux cartes avec les 400 derniers pesos, l'équivalent de 20 $ américains, qu'elle avait empruntés. D'après ses propres mots, elle avait besoin d'argent et avait décidé de tenter sa chance. Vers 9 h du soir, Liliana a appelé sa fille. Rosalia lui a répondu qu'elle se trouvait dans un bar et qu'elle passait la soirée avec des amis à jouer au stud poker à 5 cartes. En fin de compte, Rosalia n'a rien dit à sa mère qui aurait pu éveiller ses soupçons. Ce fut la dernière fois qu'elles ont été en contact. Vers 10 h du soir, Rosalia a été aperçue quittant le bar. Elle parlait au téléphone portable et se dirigeait vers le poste de contrôle. Après minuit, Liliana a tenté en vain de joindre sa fille, mais celle-ci ne répondait pas. Le lendemain, elle s'est rendue au poste de police pour signaler la disparition de Rosalia, qui n'était pas rentrée chez elle. Pour Liliana, cette situation était incompréhensible, car elle savait que sa fille aimait profondément Alma et qu'elle n'aurait jamais pu l'abandonner ainsi. Cependant, les policiers n'ont pas pris les déclarations de la mère au sérieux et ont refusé de lancer des recherches, affirmant que la jeune femme de 19 ans avait probablement choisi de ne pas rentrer volontairement. Plusieurs jours se sont écoulés depuis le signalement initial de Liliana, mais les autorités locales n'ont toujours rien entrepris pour retrouver sa fille. Une semaine après la disparition de Rosalia, des militantes féministes locales ont organisé une manifestation pour faire pression sur les autorités judiciaires. Le 11e jour après la disparition, les autorités ont finalement lancé une opération de recherche couvrant Fortin-Olmos et ses environs. Quelques semaines plus tard, des fonctionnaires locaux ont rejoint les recherches, de même que des agents de l'unité de lutte contre la traite des êtres humains. Pendant plusieurs jours, ils ont fouillé méthodiquement chaque lieu et ont fini par découvrir plusieurs objets susceptibles d'être liés à la disparition de Rosalia. Cependant, leurs attentes ont été déçues. Aucune preuve décisive n'a été trouvée. Il convient de noter qu'après la disparition de la jeune fille, presque toute l'attention des autorités s'est portée sur Juan Valdez. La police a constaté qu'il avait quitté son domicile vers 9 h du soir le 1er juillet, au volant d'une Toyota Corolla blanche, et que son itinéraire coïncidait en partie avec les déplacements présumés de Rosalia. Il a également été établi que Juan n'est rentré chez lui qu'après 1 h du matin. En outre, plusieurs jeunes présents près du bar ce soir-là ont affirmé avoir vu une voiture blanche aux vitres teintées, semblable à celle de Juan. Apparemment, ce dernier savait que les policiers le soupçonnaient d'être impliqué dans la disparition de Rosalia. Sinon, comment expliquer qu'il ait détruit son téléphone peu avant que l'appareil ne soit saisi par les autorités ? L'examen de l'historique des appels et l'analyse de la localisation du téléphone de Rosalia, qui n'a malheureusement jamais été retrouvé, ont également permis d'identifier Juan. Selon les données disponibles, la nuit de la disparition de la jeune femme, une vingtaine d'appels ont été enregistrés entre leurs 2 numéros de téléphone portable. Plus inquiétant encore, la plupart de ces appels avaient été initiés par Juan. En outre, l'analyse de la géolocalisation par triangulation des signaux d'antenne a révélé qu'à un moment donné, les téléphones portables de Rosalia et de Juan se trouvaient à proximité l'un de l'autre. De plus, le système de navigation par satellite, également appelé GPS, a enregistré que la voiture de Juan avait traversé une zone boisée à la périphérie de la ville. Sur la base de ces éléments et des dépositions de plusieurs témoins, l'homme a été arrêté à la fin du mois de juillet 2017. Le 9 août 2017, au petit matin, les policiers ont lancé une série d'opérations visant à reconstituer la chronologie des événements ayant précédé la disparition de Rosalia. Les représentants du ministère de la Sécurité ont confirmé qu'au cours de ces opérations, plusieurs perquisitions avaient été effectuées. L'une d'elles s'est déroulée dans le centre de santé municipal et les 2 autres au domicile de plusieurs policiers, qui se sont révélés suspects par la suite. La perquisition menée au centre de santé avait pour principal objectif de rechercher des preuves éventuelles indiquant que Rosalia aurait subi un avortement peu avant sa disparition. Cette hypothèse a finalement été écartée. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent et le principal suspect refuse toujours de s'exprimer sur sa relation avec Rosalia ainsi que sur les nombreux appels téléphoniques qu'il a passés le jour où elle a été vue vivante pour la dernière fois. En avril 2018,
Lors de l'audience relative à la mesure de contrainte tenue à Vera, le juge du tribunal pénal préparatoire a rejeté la demande de l'avocat de Juan visant à obtenir sa remise en liberté pendant la durée du procès. En outre, il a ordonné que l'accusé reste en détention pour une durée indéterminée, estimant que le risque d'entraver les témoignages ou d'influencer les témoins demeurait. Quant aux déclarations de l'avocat de Juan, celui-ci a affirmé que l'accusation ne disposait d'aucune preuve incriminant son client dans les faits reprochés. Il a également soutenu que son client avait coopéré avec les autorités depuis le début de l'enquête. Enfin, il a réfuté les arguments du parquet selon lesquels Juan aurait intentionnellement détruit son téléphone pour faire disparaître les preuves matérielles. Le dimanche 26 août 2018, 2 chasseurs ont découvert des restes humains près d'un ruisseau dans la commune de Golondrina. Il s'agissait d'un crâne et de plusieurs fragments d'ossements humains. En outre, une veste de sport, des baskets roses et plusieurs autres objets personnels susceptibles d'appartenir à la victime ont été retrouvés au même endroit. Les proches de Rosalia ont reconnu la plupart de ces objets. Les restes ont été transportés à l'Institut de médecine légale pour une analyse anthropologique. Peu après, la police d'investigation s'est rendue au domicile d'Aldo, l'ancien compagnon de Rosalia, car c'est là que la jeune femme vivait au moment de sa disparition. Avec l'autorisation du propriétaire des lieux, les enquêteurs ont pénétré à l'intérieur et ont trouvé une serrure correspondant à la clé découverte dans la poche de la veste de sport. Cependant, Aldo a affirmé avoir dû forcer la porte d'entrée, car il n'habitait plus à cette adresse depuis longtemps et ignorait où se trouvait son trousseau de clés. Le 8 septembre 2018, les enquêteurs ont mené plusieurs nouvelles opérations liées à l'affaire. La première s'est déroulée dans les locaux du service municipal de santé et avait pour objectif principal de prélever des échantillons de sang sur Liliana et sa petite-fille Alma afin de procéder à une analyse comparative de l'ADN dans le but de déterminer si les restes retrouvés appartenaient à Rosalia. Au début du mois de novembre de la même année, le personnel de l'Institut médico-légal argentin a confirmé que les restes retrouvés étaient bien ceux de la jeune femme disparue. Le rapport final indique que la probabilité que les échantillons analysés appartiennent à Rosalia est de près de 100%. Bien que les experts médico-légaux n'aient pas été en mesure d'établir la cause exacte du décès, il est évident que la mort de la victime résulte d'un acte de violence physique. Cette conclusion est étayée par la présence de graves lésions dans la région de la pommette gauche, ayant conduit à une destruction partielle du crâne. Pour Gustavo Latorre, le procureur en charge de l'affaire, les informations obtenues constituent une avancée décisive dans l'enquête. Quelque temps plus tard, après l'accomplissement de toutes les procédures nécessaires, la dépouille de Rosalia a été remise à sa famille pour être inhumée. Après avoir obtenu la confirmation circonstancielle que Rosalia avait perdu la vie à la suite d'un acte de violence physique, le parquet de l'État a annoncé que le crime était désormais requalifié en féminicide. Ce n'est qu'1 an et demi après la disparition mystérieuse de Rosalia que l'affaire a donné lieu à un procès oral et public. Le 18 décembre 2018, Juan Valdés a été officiellement accusé de féminicide. L'avocat de la défense s'est opposé à cette qualification, soutenant que les causes exactes de la mort de Rosalia n'avaient jamais été établies. Après avoir entendu cet argument, le tribunal a ordonné l'exhumation des restes pour un nouvel examen. Quelques mois plus tard, le juge initial a été relevé de ses fonctions en raison d'une présumée partialité envers l'accusé. Le 2 juillet 2018, le nouveau juge a entamé ses fonctions en rejetant une nouvelle demande de l'avocat de Juan visant à annuler la décision de prolonger sa détention provisoire. Durant toute la phase préliminaire de l'affaire, les médias locaux ont régulièrement rendu compte des aspects les plus marquants de l'enquête. En particulier, ils ont rapporté que le procureur général, Gustavo Latorre, avait affirmé que Juan avait tué Rosalia parce qu'elle réclamait de l'argent pour l'entretien d'Alma. Selon le procureur, Juan savait parfaitement qu'Alma était sa fille. Gustavo Latorre a précisé qu'1 jour avant sa disparition, Rosalia avait appelé Juan pour lui reprocher à nouveau son refus de soutenir et de reconnaître sa fille. Parallèlement, les médias ont également couvert l'action en justice intentée par Aldo, l'ancien compagnon de Rosalia, visant à prouver qu'Alma n'était pas réellement sa fille. Il semblerait qu'Aldo ait engagé cette procédure pour tenter de récupérer la maison où Rosalia vivait récemment et qu'il avait été contraint de quitter par décision de justice à la suite d'une plainte de Rosalia pour violence physique. Pour en revenir au procès, selon l'hypothèse principale de l'accusation, le samedi 1er juillet 2017, profitant de l'absence de sa femme, Juan a contacté Rosalia et lui a demandé de le rejoindre. Comme mentionné précédemment, ce jour-là, plusieurs appels téléphoniques ont eu lieu entre Rosalia et Juan,
le dernier ayant été initié par l'accusé. Cet appel n'a duré que 30 secondes, mais ce laps de temps aurait suffi à Juan pour indiquer le lieu et l'heure exacte du rendez-vous. Il est supposé qu'en retrouvant Rosalia, Juan aurait fait usage de la force pour la contraindre à monter dans sa voiture et éteindre son téléphone portable. Dès ce moment, le signal émis par le téléphone de la jeune femme est devenu indétectable. Selon la chronologie approximative des événements établis par les procureurs adjoints, Juan aurait pris la route avec Rosalia en direction de la commune de Golondrina. À un moment donné, l'accusé lui aurait porté un coup à la tête, causant ainsi sa mort. Il aurait ensuite parcouru quelques kilomètres supplémentaires jusqu'à un ruisseau pour se débarrasser du corps. Au cours de l'audience, le procureur a de nouveau présenté toutes les preuves admises dans le cadre de l'affaire. Outre le rapport des experts de l'Institut de médecine légale, l'accusation disposait des dépositions de plusieurs témoins, des protocoles de recherche, des résultats des analyses ADN et des conclusions des experts en criminalistique. Le dossier comprenait également des informations fournies par les compagnies de téléphonie, notamment des données relatives aux appels et aux messages, ainsi que des informations sur la géolocalisation qui ont pleinement soutenu les arguments de l'accusation. En outre, les procureurs adjoints disposaient du témoignage de Macarena, l'une des belles-filles de Juan, âgée de 20 ans. Elle a affirmé que son beau-père avait quitté la maison vers 21h ce soir-là et qu'elle ne l'avait pas vu revenir. Ce témoignage contredit les déclarations de l'accusé qui a maintenu qu'il s'était endormi tôt ce soir-là et n'avait pas quitté son domicile. Un autre élément de preuve, bien que circonstanciel, concernait le comportement inapproprié de Juan envers des adolescentes. Cette information était fondée sur le témoignage d'une jeune fille qui aurait été victime de son comportement obscène alors qu'elle n'avait que 12 ans. De plus, d'autres éléments ont révélé que Juan avait eu des problèmes dans l'établissement scolaire où il enseignait occasionnellement, tous liés à ses relations avec des mineurs. En novembre 2019, les proches de Rosalia ont changé d'avocat. Quelques mois plus tard, en mars 2020, la nouvelle représentante légale de la famille, Carolina Walker, a déclaré qu'après avoir examiné le dossier, elle avait constaté que l'enquête ne prenait pas en compte certains aspects liés au genre. Elle a également jugé étrange que Juan n'ait jamais été accusé d'avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle de Rosalia, alors même que leur relation amoureuse avait commencé bien avant que la jeune fille n'atteigne la majorité. En outre, Carolina a affirmé que lorsqu'elle avait commencé à recueillir des informations sur les crimes potentiels commis par Juan, il lui était apparu clairement qu'elle avait affaire à un véritable prédateur. Elle n'a donc pas exclu la possibilité d'affaires parallèles futures liées à ces crimes. Le procès principal qui s'est tenu au tribunal de Vera s'est ouvert le mardi 7 juillet 2020, soit 3 ans après la disparition de Rosalia et 2 ans après la découverte de ses restes. En raison des mesures de distanciation sociale imposées par la pandémie, seuls les principaux représentants des parties étaient présents dans la salle d'audience. Tous les autres participants au procès, y compris les membres des médias et divers experts, se trouvaient dans d'autres espaces du palais de justice. Compte tenu de l'importance publique de l'affaire et des restrictions déjà annoncées, plusieurs organisations féministes qui soutiennent activement les proches de Rosalia ont demandé aux autorités de retransmettre quotidiennement le déroulement du procès. Dans son discours d'ouverture, le procureur Gustavo Latorre a annoncé son intention de demander une peine de réclusion à perpétuité pour l'accusé. Et les raisons ne manquent pas. La principale réside dans le fait que la victime a toujours entretenu une relation profondément déséquilibrée avec l'accusé. Juan exerçait non seulement un contrôle total sur elle en tant que personne, mais il la maltraitait également sur le plan social. En outre, il la sollicitait régulièrement pour des relations intimes en échange d'argent ou de petits cadeaux, créant ainsi une forme de dépendance à son égard. Lorsque Rosalia est tombée enceinte, il s'est tout simplement désintéressé d'elle et a refusé de reconnaître leur enfant commun. Par conséquent, la peine requise n'est en rien disproportionnée par rapport à l'ampleur du préjudice infligé à l'ensemble des membres de la famille Hara. De son côté, l'avocate des parents de la victime, Carolina Walker, a vivement critiqué l'attitude des autorités lors du signalement de la disparition de la jeune femme. Elle a souligné qu'au début, les forces de l'ordre n'avaient fait preuve d'aucune diligence dans la recherche de Rosalia et, de manière générale, n'avaient pas pris l'affaire au sérieux. Elle a également rappelé que les restes de la jeune femme n'avaient pas été découverts par la police, mais par 2 chasseurs. En outre, Carolina a affirmé qu'elle soupçonnait l'un des policiers d'avoir prévenu Juan des soupçons qui pesaient sur lui. En conséquence, toutes les informations compromettantes ont disparu peu avant son arrestation.
Au cours du procès, qui a duré environ un mois, une centaine de rapports d'expertise ont été présentés. En outre, des informations détaillées concernant les communications téléphoniques entre Rosalia et l'accusé le jour de sa disparition ont été exposées. On a ainsi appris que le dernier appel passé par Juan coïncidait avec l'heure approximative à laquelle la jeune femme avait quitté le bar. Peu après, le téléphone portable de Rosalia a été éteint. Outre les témoins ayant aperçu une voiture blanche similaire près du bar, d'autres ont affirmé avoir vu Juan quitter son domicile vers 21h et n'y revenir que 4h30 plus tard. Selon les procureurs, ce laps de temps était largement suffisant, tant pour commettre le crime que pour se débarrasser du corps. Un autre élément de preuve important, déjà mentionné, est la géolocalisation des téléphones par triangulation des signaux des antennes relais. Elle a révélé que, pendant un certain temps, les téléphones portables de Juan et de Rosalia se trouvaient à proximité l'un de l'autre dans la même zone géographique. Au vu de tous ces éléments, on peut affirmer que les représentants de l'accusation ont présenté une plaidoirie convaincante, exposant de manière détaillée l'ensemble des preuves directes et circonstancielles établissant la culpabilité de Juan Valdez dans ce crime. Ils étaient convaincus à 100% que la vie de Rosalia avait été brutalement interrompue par un acte de violence physique commis par l'accusé. Bien que la cause exacte du décès n'ait jamais été formellement établie, les anthropologues légistes estiment que Rosalia est probablement morte des suites d'un coup porté à l'os zygomatique gauche. Juan a également eu l'occasion de s'exprimer pour sa propre défense. Il a tenté de réfuter toutes les preuves présentées par les autorités, notamment l'accusation d'avoir intentionnellement endommagé son téléphone portable. En outre, l'accusé a soutenu qu'en concentrant leurs efforts uniquement sur lui, les enquêteurs avaient commis une grave erreur, les empêchant ainsi d'identifier la personne réellement responsable de la mort de Rosalia. Le 3 août 2020, le verdict tant attendu est enfin rendu. Le tribunal déclare Juan Valdez coupable de l'ensemble des chefs d'accusation. L'homme a écouté sa sentence, les yeux baissés. Un grand nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes appartenant à diverses organisations de défense des droits de l'homme s'étaient rassemblés à l'extérieur de la salle d'audience. Tous avaient apporté un soutien constant aux proches de Rosalia et avaient suivi le procès à leur côté. Quelque temps après la condamnation, l'avocat de Juan a fait appel du jugement du tribunal de première instance. Lors de l'audience en appel, le représentant légal de l'accusé a soutenu que l'accusation n'avait pas apporté de preuves irréfutables établissant que Rosalia était effectivement montée dans la voiture de Juan le jour de sa disparition. En outre, l'avocat a désigné Aldo, le dernier compagnon de la jeune femme, qu'elle avait accusé à plusieurs reprises d'agression sexuelle, comme le véritable auteur des faits. Selon le représentant légal de Juan, le simple fait que son client ait eu un enfant avec Rosalia ne constitue en aucun cas une preuve qu'il aurait eu une raison valable de commettre un crime aussi grave. De leur côté, les représentants de l'accusation ont tenté de réfuter les arguments de la défense. Selon eux, dès le début de l'enquête, plusieurs pistes avaient été envisagées, mais elles avaient été écartées dès lors que l'ensemble des éléments de preuve avaient convergé vers Juan. Carolina Walker, représentante légale des parents de la victime, a approuvé les déclarations des procureurs tout en mettant en doute la bonne foi de l'avocat de Juan, l'accusant d'avoir sciemment déformé le dossier. Le 7 octobre 2021, la Cour d'appel de Vera a rendu son verdict. Dans une décision unanime, les 3 juges ont rejeté l'appel ainsi que la demande d'annulation du jugement déposé par l'avocat de Juan. Ils ont ainsi confirmé le jugement prononcé précédemment par le tribunal de première instance qui avait condamné l'homme à la réclusion à perpétuité pour meurtre avec circonstances aggravantes de violences sexistes. En outre, le ministère public a été chargé de mener une enquête interne sur l'infraction présumée commise par certains membres de la police de Fortin Olmos. La mort de Rosalia Jara a été une affaire qui a rassemblé le public et les mouvements féministes dans le nord de la province de Santa Fe. Elle a mis en lumière le problème des violences sexuelles, attirant l'attention des médias locaux et devenant un sujet central des débats politiques. Bien que les proches de Rosalia aient obtenu justice, cela n'a pas suffi à refermer leurs blessures.